À tous et à tous et bienvenue pour cette dernière conférence d'histoire de l'art en compagnie d'Ophélie Delacour. Nous sommes ravis de vous accueillir à nouveau. Donc cette conférence sera donc sur Kandinsky. Avant de commencer, je tenais à souligner que les terres sur lesquelles nous sommes rassemblés à l'Alliance française de Toronto font partie des terres ancestrales des Premières Nations. Cette région fait partie du territoire traditionnel des Wendat, des Anishinaabe et des Haudenosaunee, des Mississauga de la rivière Crédit et de la nation métisse. Bien entendu, si vous avez des questions pendant la conférence, vous pouvez les poser directement dans le chat et Ophélie sera ravie d'y répondre au fur et à mesure. Vous pouvez également activer votre caméra pour qu'elle vous voie ou poser vos questions directement à Ophélie. Voilà, donc Ophélie, je te laisse la parole. Super, merci Olympia et merci à vous tous. Du coup, aujourd'hui, effectivement, on va parler de Kandinsky, qui est un artiste, vous allez voir, assez incroyable, tant par son travail, par son art, que par son histoire et par tous les événements historiques qu'il a traversés au cours de sa vie. Donc voilà, c'est une vie assez tourmentée, assez dense. Donc on va traverser ça ensemble. Et comme l'a dit Olympia, n'hésitez pas à poser des questions dans le chat. Je peux les voir en direct, mais donc si je peux y répondre en direct, je le ferai. Et sinon, de toute façon, je ferai des petites pauses régulièrement pour qu'on puisse échanger, pour que vous puissiez poser vos questions. Et à la toute fin de la conférence, on pourra également échanger si vous avez envie de poser d'autres questions ou de me partager ce que vous en avez pensé. Ce sera l'occasion. Voilà. Donc, je vais m'installer, je vais vous partager mon écran. Donc, une toute petite seconde. Et voilà, je mets également le chat visible pour que je puisse le voir. Et je vous invite, si vous le souhaitez, à brancher votre caméra. Comme ça me permet, moi, de voir votre visage en direct, vos sourires, votre tête concentrée ou pas concentrée du tout. Voilà, n'hésitez pas. Si vous n'en avez pas, si vous ne le souhaitez pas, vous n'êtes pas obligé. Mais si vous le souhaitez, ça me fait plaisir. Voilà, donc je vois le chat. Le partage d'écran est actif. Et donc, nous allons parler aujourd'hui de Kandinsky. Kandinsky, dont vous avez ici une photo. Donc Kandinsky qui est né en 1866, qui est un artiste russe, et il est né en 1866 dans une famille bourgeoise. Son père était marchand de thé et il a eu une enfance très confortable. Il a ici, là vous le voyez, à 3 ans, le petit Kandinsky sur les genoux de sa mère Lydia. Sa mère, en fait, il va assez peu la connaître parce que son père et sa mère vont divorcer quand Kandinsky était très très jeune. Et il va grandir avec son père, mais sa tante maternelle va avoir beaucoup d'influence dans sa vie, tout simplement parce que sa tante maternelle va lui apprendre l'allemand. Et on va voir que Kandinsky va passer énormément de temps en Allemagne, et donc cette langue, cette maîtrise de l'allemand va lui être très utile. Mais elle va également lui enseigner et l'initier à l'aquarelle. Donc ça va être son premier rapport avec la peinture, ce sera par l'aquarelle, et l'aquarelle où évidemment c'est tout le travail de la couleur. Et vous allez voir qu'en fait, la couleur et Kandinsky, c'est deux choses qui vont très étroitement ensemble et en fait, la couleur va hanter le travail de Kandinsky tout au long de sa carrière. Kandinsky, en fait, son enfance ne le destinait pas du tout à devenir artiste, même s'il a grandi au contact d'une tante qui, aimait beaucoup l'art et qui lui a enseigné l'aquarelle. Kandinsky n'avait pas du tout pour objectif de devenir artiste. Au contraire, il a fait des études de droit et d'économie politique à Moscou. Donc, en 1886, il est élève à l'université de droit et d'économie politique. Ça lui réussit très bien et ça lui réussit tellement bien qu'on lui propose même un poste d'enseignant, en fait, de droit. Et on est en 1896 à ce moment-là. Et à la surprise de tout le monde, il va refuser ce poste, abandonner complètement sa carrière qui était toute tracée de professeur et d'enseignant dans le droit et dans l'économie politique. Et il va décider de devenir artiste. Il ne sait pas du tout tenir un pinceau, il ne sait pas peindre, mais il décide de tout plaquer et de partir à Munich, en Allemagne, pour apprendre à devenir artiste. Alors, à l'époque, Munich, c'était une destination qui était un centre artistique assez important. Et il y avait beaucoup de jeunes hommes russes, voire plus rarement, mais ça arrivait aussi de jeunes femmes russes, qui décidaient, comme Kandinsky l'a fait, d'abandonner leur carrière toute tracée et de devenir artistes
parce que c'était possible dans une société bourgeoise où les parents, de toute façon, continuaient à donner de l'argent à leurs enfants, ce qui leur permettait en fait financièrement d'avoir une petite somme de côté et de pouvoir vivre à peu près confortablement. Donc c'était le cas pour Kandinsky qui était soutenu par son père et qui a donc pu partir à Munich. Ce retournement en fait dans sa vie, il peut paraître surprenant aujourd'hui, mais en fait Kandinsky raconte bien plus tard dans ses textes et dans ses interviews qu'il y a eu 2 événements vraiment marquants qui ont fait qu'il a décidé de devenir artiste. Et ces 2 événements, en fait, je vous ai mis 2 images pour les représenter. Le premier, c'est lors d'une exposition d'art moderne, en fait, à laquelle Kandinsky assiste. Il tombe devant un tableau de Monet, Meule. Donc, en fait, Meule, c'est une série de tableaux que Monet a fait. Là, je vous ai mis un exemple. Et un tableau que Monet donc, a peint en 1891, très, très proche, donc c'est contemporain complètement pour Kandinsky. Et quand Kandinsky voit ce tableau, il est subjugué. Il est subjugué par la couleur, il est subjugué par la lumière, mais il ne comprend pas ce qu'il voit. Il n'arrive pas à identifier une meule, une forme. Il voit juste des couleurs et des formes et il trouve ça magnifique. Et en fait, ça va le troubler et il va se dire, il y a quelque chose de puissant dans l'art et ça va être une des raisons pour lesquelles il va décider de devenir artiste, pour maîtriser justement cette magie qui s'est opérée dans son œil. L'autre événement, on est en 1895, et Kandinsky est en train d'écouter un opéra de Wagner qui s'appelle Lohengrin. Et je vous ai mis ici une photo d'une production de l'opéra à Oslo en 2015. Donc, évidemment, pas c'est la production à laquelle Kandinsky a assisté. Mais voilà, c'est Lohengrin qu'on produit encore aujourd'hui. Et en fait, quand Kandinsky écoute Lohengrin, cette musique, en fait, en fermant les yeux, il va la voir, il va voir des formes, il va voir des couleurs éclater dans sa tête, dans son imagination. Et le tableau va devenir, dans sa tête, des couleurs. Cet opéra, va devenir un tableau dans sa tête. Et en fait, il va raconter que cette musique va avoir exactement les couleurs d'un coucher de soleil qu'il a vu à Moscou et qu'il n'arrivait pas à représenter. Donc, en fait, il va se rendre compte qu'il y a une sorte de porosité entre la musique et la peinture et qu'à travers la peinture, à travers les formes, à travers les couleurs, il arrive à représenter cette émotion qui le subjugue quand il écoute un opéra de Wagner. Et c'est aussi pour ça, en fait, qu'il va décider de se consacrer à la peinture et qu'il va vouloir étudier cet art et du coup devenir ensuite lui-même artiste. Donc, il décide, comme je vous l'ai dit, de quitter la Russie et de partir en Allemagne. Et là, il va d'abord intégrer un atelier d'un artiste qui s'appelle Anton Esbe. Et en 1900, il va réussir à intégrer l'Académie des Beaux-Arts de Munich. Donc, il va vraiment avoir une formation un peu plus académique, un peu plus traditionnelle, un peu plus cadrée. Mais en réalité, Kandinsky, il en fait quand même qu'à sa tête. Il en a toujours fait qu'à sa tête. Il en fera qu'à sa tête toute sa vie, vous verrez. Au tout début de sa carrière, ces tableaux, en fait, même s'il est il est encadré par des professeurs, d'abord par Anton Esbe, ensuite dans le cadre de l'Académie des Beaux-Arts de Munich, par d'autres artistes. Donc, il suit normalement une formation assez traditionnelle, mais Kandinsky, il va parfois, quand il y a des cours de nu, où il est censé représenter le corps humain et travailler les proportions, il décide de partir avec sa toile sous le bras. Et ce qui l'intéresse surtout, lui, c'est les paysages. Et donc, il part comme ça et il peint les paysages. Donc là, on est sur une toile de 1898, une des toutes premières toiles de Kandinsky. Et là, une toile de 1901. Donc, ce qu'on voit, c'est qu'on est sur un art qui n'est pas du tout encore l'art abstrait pour lequel il va devenir célèbre. Ça, c'est vraiment ce vers quoi va évoluer son style. Au tout début, il est très influencé par les artistes modernes. Par exemple, ici, on voit bien l'influence de l'impressionnisme dans le choix des couleurs, dans le choix du mouvement de l'eau et l'intérêt pour l'eau. Et puis, ici, on voit aussi une peinture très moderne avec une touche de peinture très, très pâteuse, des couleurs très, très vives, très tranchées et une touche assez lourde qui, pareil, ça va assez vite évoluer. Donc lui, voilà, il s'intéresse surtout au paysage, il s'intéresse surtout à ce type de peinture. Et ce qu'il raconte dans ses lettres à ce moment-là de sa vie, c'est qu'en fait, il n'est pas du tout satisfait par ses peintures, par ses tableaux, parce qu'il n'arrive pas à rendre justice aux couleurs qu'il observe. Il est dans la nature, il essaye de peindre les couleurs, il essaye de peindre ce qu'il voit,
et ça ne fonctionne pas sur sa toile. Donc, il est très insatisfait de ça et il expérimente encore et encore et encore. Pour expérimenter, il va se mettre en contact avec d'autres artistes et il va s'apercevoir qu'en fait, ils sont tous avec une volonté d'un art de plus en plus moderne, assez avant-gardiste, assez nouveau. Et donc, dès 1901, il décide de fonder un groupe d'artistes qui s'appelle la Phalanx. Donc en fait, dès 1901, il prend son autonomie par rapport à l'enseignement académique et traditionnel, et puis il se lance comme artiste, tout seul, avec son groupe d'amis, au sein de la Phalanx, qui va organiser des expositions. Par exemple, on a une exposition en 1901, et c'est Kandinsky qui dessine et qui produit la lithographie que vous voyez juste là. Et le nom de Phalanx, c'est la phalange grecque, qui est l'unité militaire qui ouvre la voie. On voit qu'il y a, comme dans le terme d'avant-garde, un vocabulaire très militaire, un vocabulaire qui en fait va à l'attaque, ouvre la voie de l'art, quitte à détruire, à faire la guerre aux visions plus traditionnelles, antérieures. En fait, on a envie de bouleverser les codes, de bouleverser ce qui a été fait avant et de proposer quelque chose de nouveau. Je vous ai mis à côté de cette petite lithographie Phalanx la photo de Gabrielle Münter, qui est en fait une artiste que Kandinsky va rencontrer au sein de Phalanx. D'abord, elle est élève de Kandinsky, puisque Phalanx, non seulement c'est un groupe, mais c'est également une école d'art, Kandinsky enseigne l'art et sa vision de l'art à des jeunes élèves. Et Gabrielle Münter, c'est une jeune élève donc, qui rejoint l'école de Kandinsky et qui va devenir ensuite non seulement la collègue de Kandinsky, puisqu'elle est elle-même artiste peintre, mais qui va également devenir sa maîtresse. Et c'est pour elle que Kandinsky va abandonner et va quitter sa femme en 1904, même s'il n'épousera jamais Gabrielle Münter, il va vivre avec elle jusqu'en 1914. Et puis en 1914, leurs routes se séparent et ils ne seront plus jamais ensemble. Donc voilà, c'est une artiste, je le souligne, parce qu'en fait, souvent, Gabrielle Münter, elle est un peu laissée de côté, mais ils vont vraiment travailler ensemble, s'influencer mutuellement et beaucoup avoir une grosse influence artistique l'un sur l'autre, et évidemment, dans la vie privée également, une grande influence et une grande place pour Gabrielle. Donc, à ce moment-là, Kandinsky va également commencer à expérimenter des techniques d'enseignement un peu novatrices, comme par exemple le fait qu'ils ne vont pas vraiment travailler dans des ateliers, mais ce que Kandinsky fait, c'est qu'il prend tout son groupe d'élèves, il les met sur un vélo, chaque élève a un vélo, et puis ils partent en balade et ils doivent peindre, ils s'arrêtent à un endroit et ils peignent ce qu'ils voient, ou alors ils doivent garder l'œil ouvert et observer vraiment la nature, toute l'observation, le mouvement de l'eau, etc. Donc, c'est une sorte d'expérimentation un peu en plein air qui est assez originale comme méthode d'enseignement à l'époque. Là, on est sur un art qu'on voit qui fait très moderne, mais Kandinsky, à ce moment-là, en même temps, produit des tableaux qui sont très différents les uns des autres, en fait. Ils sont tous contemporains les uns des autres, mais il expérimente différents styles. Et du coup, ça produit des œuvres assez variées. Il y a une œuvre en particulier que je voulais vous montrer, qui est une de mes œuvres préférées de Kandinsky, qui ne ressemble pas trop à ce qu'on connaît de lui, qui est le couple à cheval qu'on voit ici, qui vous montre aussi une facette de Kandinsky qu'on connaît mal, qui est en fait tout le début de sa carrière, où il va être fasciné par la culture russe, par l'iconographie russe, avec ici des bâtiments qui rappellent vraiment Moscou et les coupoles de Moscou, avec une sorte de nostalgie pour l'âge médiéval, une sorte de moment rêvé, de paix, d'amour, de tendresse, et avec une représentation très, très à l'ancienne en fait, mais une touche, une manière de peindre qui, elle, est très moderne. Et là, par exemple, on a plusieurs éléments qui sont assez étonnants. Déjà, le mélange des manières de placer la peinture, avec des endroits où la peinture est des grosses taches de couleur, une peinture assez épaisse, et puis à d'autres endroits, presque une touche pointilliste de petits points comme ça, où on ne sait plus s'ils représentent des étoiles, des feuilles d'un arbre, ou juste la couleur qui se disloque, qui scintille comme ça sur la toile. Une autre chose assez originale, et là, pour le coup, on voit vraiment les racines russes de Kandinsky, c'est le fait qu'il mette toute cette peinture sur un fond noir. Donc, en fait, d'abord, il peint sa toile en noir, et après, il rajoute la couleur. Ce qui fait que la couleur, elle semble émerger de la toile. Ça donne quelque chose de vraiment magique, en fait, à voir, et
c'est quelque chose qu'on retrouve vraiment beaucoup quand dans l'art russe, l'art populaire russe. C'est des choses qu'on peut voir et qui font où on sent vraiment cette influence. Pour le moment, donc là, on a vraiment traversé le début de la vie d'artiste de Kandinsky. Dans la phase suivante, on va voir qu'il va commencer déjà tout doucement à faire un pas vers l'abstraction. Avant d'arriver là-bas, y a-t-il des questions pour le moment dans le début de la vie de Kandinsky? N'hésitez pas à les poser dans le chat si vous avez des questions. Si tout est bon, alors je vais continuer. Donc, on est en 1906-1907 avec le couple à cheval. Et en fait, vers 1909, l'art de Kandinsky va très vite évoluer. En fait, il commence à vraiment réfléchir sur le rôle de la peinture, le rôle de l'art en général dans la société et tout ce que ça peut signifier. Et il va s'associer avec d'autres artistes, notamment un artiste qui s'appelle Javlensky. Donc, vous voyez un tableau ici qui s'appelle Solitude, qui est le tableau juste là. Et en fait, ensemble, et avec d'autres artistes, ils vont commencer à réfléchir à justement le fait de ne pas représenter ce qu'on voit, donc un art figuratif, mais au contraire à représenter quelque chose qu'on ressent, d'observer la nature et de représenter en fait très librement, de se dissocier de la vision naturaliste où un arbre vert, il faut le représenter en vert, une colline, il faut faire une petite bosse. Bon, bah voilà, lui, il se détache un peu de tout ça et il se dit, bah, je vais représenter ça comme moi je le ressens, comme moi je le vis. Ce qui fait que les formes vont de plus en plus être de plus en plus difficiles à reconnaître. Et ça, on le voit bien, par exemple, avec Murnau, avec Église, de 1910, où si on passe rapidement devant le tableau, on a du mal à distinguer quoi que ce soit. Et en fait, quand on regarde dans le détail, on s'aperçoit qu'il y a des arbres sur le côté, on s'aperçoit qu'il y a une église qui est ce petit rectangle blanc là, qui en fait est une église, mais c'est très, très, très simplifié au niveau des formes, c'est très minimaliste. Et la colline, la montagne, voilà, on s'est suggéré à peine. En fait, à ce moment-là, Kandinsky commence déjà à s'intéresser justement à cette liberté des couleurs et de ce que les couleurs peuvent signifier, comment elles peuvent éclater sur une toile. Et finalement, on n'a pas forcément besoin de représenter ce qu'on voit, mais on peut juste essayer d'utiliser la couleur pour représenter ce qu'on ressent. Donc la couleur va progressivement avoir un rôle de plus en plus important. Ça, c'est forcément une pensée qui travaille avec d'autres artistes comme Javlensky, mais qui est également influencée par les expérimentations des artistes fauves qui commencent à travailler dès 1905 en France et que Kandinsky connaît et a vu parce qu'il est allé à Paris, il reviendra à Paris régulièrement, mais il fait beaucoup d'expositions, il va beaucoup à Paris, il revient et il travaille avec toutes les avant-gardes européennes. Il n'y a pas, à ce moment-là, il n'y a pas de limite, les frontières dans l'art n'existent pas vraiment. Et quand on est artiste avant-garde russe, on va voir l'avant-garde allemande et voir les avant-gardes françaises, et on connaît tout le monde. Et tout ça, c'est un petit monde qui s'influence et qui travaille ensemble. On est en 1910, et là, c'est un petit débat dans l'histoire de l'art. Kandinsky aurait peint cette première aquarelle abstraite. Ce serait la toute première toile et première œuvre abstraite de l'histoire de l'art. Donc, en fait, là, déjà, Kandinsky se détache de la figuration. Il se détache du fait qu'il est obligé de représenter quelque chose pour que le tableau soit réussi. Un tableau qui ne représente rien peut signifier quelque chose, peut avoir un impact et peut traduire une émotion, produire une émotion chez la personne qui regarde cette toile. Donc là, on est sur la première aquarelle abstraite, 1910, entre parenthèses, 1913, point d'interrogation. Parce que, en fait, chez les historiens de l'art, on pense que cette toile, elle date pas du tout de 1910, mais elle date au contraire de 1913. Et Kandinsky aurait antidaté sa toile, c'est-à-dire qu'il aurait écrit en 1913 qu'il avait peinte cette première aquarelle abstraite en 1910, le petit coquin, pour justement se faire passer pour le premier peintre abstrait de l'histoire de l'art. On n'en sait rien. Aujourd'hui, on ne sait pas. Probablement que cette aquarelle, en fait, quand on connaît un peu le style de Kandinsky, sa manière de travailler, la manière de poser les couleurs, les historiens sont presque sûrs qu'elle date effectivement de 1913 et que c'est juste qu'il y a tellement de débats sur l'abstraction et que Kandinsky a tellement voulu défendre sa place de pionnier de l'abstraction qu'il a daté son aquarelle de 1910.
on ne sait pas trop, c'est un débat d'historien, mais c'est assez intéressant parce que ça montre effectivement comment cette réflexion sur l'abstraction est très importante pour Kandinsky, tellement importante qu'il veut affirmer le fait qu'il soit le premier à avoir peint une toile abstraite avec cette aquarelle. Je vois Suzanne qui déclare qu'il y a de très belles couleurs dans l'image de Solitude de Javlansky. Effectivement, c'est une toile ici que j'aime particulièrement. C'est pour ça que je vous l'ai mise parmi toutes les toiles de Javlansky. Il y a quelque chose effectivement de très émouvant dans cette toile. Il y a quelque chose de très doux et de très solitaire, effectivement, où on ressent vraiment l'émotion qu'on peut avoir quand on est en randonnée et qu'on regarde derrière et qu'on voit rien à part la nature et qu'on sent effectivement un intense sentiment de solitude, qui n'est pas forcément Einsamkeit en allemand, c'est pas forcément négatif en fait. Ça peut être juste aussi le fait d'être seul et l'apaisement que ça peut procurer. Joy demande s'il a influencé Chagall. J'ai rien lu qui ait dit que explicitement Chagall ait été influencé par Kandinsky, mais probablement que oui en fait, parce que Kandinsky, vous allez voir, va avoir énormément d'impact dans l'histoire de l'art, non seulement par ses tableaux, mais également par ses écrits. Donc ça, c'est des choses que tous les artistes vont avoir lues et vont avoir réfléchi. Donc effectivement, je pense que oui, il y a une influence sur les autres artistes qui lui sont contemporains et qui vont ensuite le suivre. Et quelqu'un Yolande qui rattrape du coup la conférence et qui arrive. La date de naissance, donc c'est 1866 pour Kandinsky. Il est né en 1866. Je vous l'écris ici. Voilà. Donc, on revient. Et est-ce qu'il était chrétien ou juif? Excellente question. Je ne pense pas qu'il était juif. Non, il n'était probablement pas juif. Chrétien, je ne sais pas. Honnêtement, je ne sais pas. En tout cas, il avait une très bonne culture de la Bible. Il connaissait très très bien la Bible. Après, ça ne veut rien dire du coup s'il était chrétien ou juif, ça peut être l'un ou l'autre. Mais ça n'aura pas en fait d'impact dans les tableaux. Il ne va pas peindre de tableaux religieux. Même si, vous allez voir, en fait, quand on analyse les tableaux de Kandinsky, par exemple, celui-ci, la composition composition numéro 2 de 1910, Kandinsky repeint ce tableau, on voit qu'il y a plein de petits éléments, 4 personnages ici, une fillette qui court avec un ballon, une sorte d'arbre là, des choses comme ça. Kandinsky dit que ça représente rien, mais il y a certains historiens de l'art qui disent qu'il représente ici le déluge ou des scènes de la Bible. Donc, mystère et boule de gomme, on ne sait pas trop ce qu'il a peint. Si on fait confiance à Kandinsky, il a peint des tableaux parce que ça lui faisait plaisir et que ça ne signifie rien, il n'y a pas une signification dans ces tableaux. Si on fait confiance aux historiens de l'art, ça représente une scène de la Bible, par exemple ici, quelque chose comme le jardin d'Éden de ce côté-là et le déluge avec l'eau qui arrive, donc un récit biblique plutôt. Justement, ce tableau, alors je vous l'ai mis, c'est l'étude pour composition numéro 2, puisqu'en fait, la composition numéro 2, le tableau final, va disparaître au cours de la Seconde Guerre mondiale. Donc, on a perdu la trace. Par contre, on a toujours l'étude. Ce tableau, en fait, il va faire débat en 1910, lorsque Kandinsky souhaite l'exposer dans une exposition qu'il co-organise avec d'autres amis artistes à Munich. Le tableau commence à faire débat parce qu'il y a des artistes qui trouvent que Kandinsky, ils ne sont pas tout à fait en adéquation avec sa manière de voir l'art, avec ses idées, avec son approche artistique. Donc, ça commence à créer des petites tensions dans le groupe qu'il avait animé et qu'il avait créé. Et les tensions vont exploser en 1911 avec la composition numéro 5, qui est un tableau d'un très grand format, ce qu'on va reprocher à Kandinsky, et en plus de plus en plus tendu vers l'abstraction. En fait, à part là, quand on voit ce tableau, on arrive à rien reconnaître. On voit juste des formes. Et là, il semblerait qu'il y a quelque chose qui se passe. Peut-être des bâtiments, peut-être des personnages. Mais en fait, on voit que Kandinsky, très progressivement, est de plus en plus en train de tendre vers l'abstraction. Et il quitte la figuration. Et après, vous allez voir, en fait, il y aura presque plus de figuration dans le travail de Kandinsky. Et en fait, avec composition numéro 5, les tensions éclatent complètement. C'est pas vraiment autour de ce tableau-là, hein, c'est plus autour des idées de Kandinsky en fait que ça pose problème. Il y a des dissensions au niveau de la vision de l'art et de la modernité.
Et donc, Kandinsky décide de quitter le groupe qu'il avait créé, la nouvelle association des artistes de Munich, et il part faire sa propre aventure dans son coin avec un ami à lui qui s'appelle Franz Marc, qui est également un artiste, et ils vont créer le Blau Reiter, qui est un autre groupe d'artistes, et ensemble, ils vont organiser des expositions. Le Blau Reiter, ça veut dire en français le cavalier bleu, et c'est un groupe, en fait, c'est un groupe d'artistes qui va avoir énormément d'impact dans l'histoire de l'art, parce que déjà, ils ont une vision de l'art très moderne, parce qu'avec Franz Marc, Kandinsky va vraiment affirmer et réfléchir au pouvoir des couleurs. Et par exemple, pour Kandinsky, comme pour Franz Marc, le bleu a une valeur spirituelle, c'est quelque chose de profond, c'est quelque chose qui vous amène à la réflexion. Le rouge, au contraire, c'est quelque chose d'agressif, c'est quelque chose, une pulsion dangereuse d'après Marc. Donc, par exemple, quand vous voyez un tableau de Franz Marc, vous voyez un cheval bleu ici, mais en fait, le cheval bleu, c'est la force de la nature, c'est spirituel, c'est quelque chose de positif, là où au contraire, il a du coup sa patte, son sabot sur une tache rouge, qui est le danger, qui est la force vive dangereuse. Et donc, la spiritualité arrête la force vive dangereuse. Donc, en fait, quand vous voyez ce tableau, vous pouvez le voir tel quel, un cheval. Vous pouvez le laisser infuser un petit peu à l'intérieur de vous, voir ce que ça évoque pour vous. Et puis après, vous pouvez aussi l'analyser avec la grille de signification de Franz Marc que partage à peu près Kandinsky, qui est le bleu, c'est la spiritualité, le jaune, c'est la vivacité, le violet, c'est un mélange du bleu et du rouge, donc c'est quelque chose d'ambigu. Voilà. Et à côté, vous avez cet almanach du Blau Reiter qui est un gros projet en fait de Kandinsky et de Franz Marc. En fait, l'almanach, c'est une publication, une sorte de journal, de compilation, d'un magazine presque, dans lequel Kandinsky, Franz Marc et d'autres artistes vont rassembler des textes, des poésies, du théâtre, des œuvres d'art, des essais, des réflexions, etc. Et ils vont croiser tout ça. Ils vont joliment mélanger tout ça, ce qui fait que ça vous amène à avoir une réflexion pluridisciplinaire sur la modernité, sur l'art, ce qui est très novateur aussi, en fait, parce qu'avant, la peinture, c'était la peinture. On pouvait écrire un essai sur la peinture, mais on ne le mélangeait pas avec le théâtre, on ne le mélangeait pas avec autre chose. Et là, tout se mélange dans l'almanach, puisqu'en fait, pour Kandinsky, il n'y a pas de limite, il n'y a pas de frontière entre les arts. Et pour lui, tout ça, c'est associé et ça doit en fait contribuer à l'élévation de l'âme. Et toutes ces idées, toute cette réflexion qui commence à être très, très, très aboutie pour Kandinsky, il va la synthétiser en un livre qui s'appelle Über das Geistige in der Kunst, du spirituel dans l'art, qui est l'ouvrage majeur de Kandinsky qu'il va commencer à écrire vers 1909 et qu'il va publier en 1911-1912, et qui est en fait un ouvrage essentiel pour lui. Il va dedans théoriser sa vision du pouvoir émotionnel de la couleur. Il va théoriser sa vision de la place de l'artiste dans la société. Pour lui, la société, en fait, l'évolution de l'homme, c'est une pyramide. Et l'artiste est tout en haut de la pyramide. Et son rôle, c'est d'élever l'âme de ses contemporains avec des œuvres d'art. Et en fait, les œuvres d'art doivent éveiller les autres à la spiritualité, à la réflexion. Et comme ça, l'artiste contribue à l'amélioration de la société, à l'élévation et au développement de l'âme. Ce texte, donc, je réponds à la question, il a été écrit en allemand et il a été traduit ensuite en russe et en français bien plus tard. Donc, il écrivait en allemand. Il était de toute façon complètement bilingue en allemand, en russe et aussi en français après. L'autre chose très, très intéressante dans ce texte, et là, je vous ai mis une petite citation qui est assez explicite, c'est justement en fait que Kandinsky va développer sa vision pluridisciplinaire. Pour lui, il n'y a pas de limite entre la peinture, le théâtre et la musique. Et en particulier, la musique et la peinture, ça va ensemble dans le travail de Kandinsky. Et là, dans la citation, donc, l'artiste est la main qui, par l'usage convenable de telle ou telle touche, met l'âme humaine en vibration. La touche, c'est la touche de peinture, de pinceau, mais c'est aussi la touche de piano. Et en fait, pour lui, la couleur, c'est comme des touches de piano. Et quand on joue au piano, quand on crée une musique, on va assembler des petites touches, comme ça, on va produire des petits sons. Et c'est l'association de tous ces sons-là, la manière dont ils se font écho, dont ils sont placés les uns par rapport aux autres, qui va créer une musique.
Et ben pour Kandinsky, la peinture, c'est la même chose. Les couleurs sont des petites touches comme ça qui, en étant ensemble, en s'associant, vont créer dans l'œil du spectateur une symphonie qui est le tableau. Et ça va même plus loin parce qu'en fait, pour Kandinsky, les tableaux, ça s'écoute. C'est ce que je vous disais quand il a écouté Wagner et qu'il a vu un tableau. Quand on regarde un tableau de Kandinsky, on peut écouter une musique. Et en fait, c'est pour ça qu'il appelle ces tableaux, par exemple, des compositions ou des improvisations. C'est parce que pour lui, il est un peu comme un musicien. Il crée une musique et il la vit comme ça. On considère aujourd'hui que, en fait, Kandinsky, il a quelque chose qu'on appelle le synthétisme, qui est en fait que il mélange tout. Par exemple, le synthétisme, c'est quand vous dites, pour vous, le jaune, c'est un son plutôt aigu, ou la couleur rouge, elle a un goût un peu profond sur la langue, si vous deviez l'associer à une saveur. En fait, quand on mélange tout ça, les sens, quand on mélange tous les sens, c'est ce qu'on appelle le synthétisme. Et c'est comme ça, en fait, que fonctionne Kandinsky. Donc, quand vous voyez une œuvre de Kandinsky, essayez de l'écouter aussi, parce que c'est comme ça que Kandinsky la peint et la conçoit. Et ça va même plus loin, et ça, je trouve ça très joli, donc je vous raconte cette petite anecdote. Donc, en 1914, la Première Guerre mondiale éclate. Kandinsky décide de retourner en Russie. Et en 1916, il va avoir un coup de téléphone, c'est un peu par hasard, et il va entendre la voix d'une femme qui s'appelle Nina, et il va tomber amoureux de cette voix. En fait, il va imaginer une femme derrière cette voix, et il va tomber amoureux de cette femme, et il va imaginer que cette voix est associée, et il va imaginer comment cette voix serait un tableau. Donc, ce qu'il a entendu, il le peint ici, et ça s'appelle An eine Stimme, à une voix, qu'il peint en 1916, après avoir entendu la voix de Nina. Nina, qui en fait va devenir son épouse ensuite. Donc en 1917, ils se marient, donc ça va être très très rapide, et qui va donc devenir Nina Kandinsky. Elle est très très jeune, hein, elle a 17 ans à peu près quand elle épouse Kandinsky, qui lui en a 50. Et ils vont avoir une histoire d'amour assez dingue, puisque à la mort de Kandinsky, Nina va continuer à défendre l'œuvre de son époux et à le faire connaître et organiser des expositions. Est-ce qu'il y a des questions jusque-là? Ou des remarques? Je vois que certains, Yolande par exemple, a posé des questions au fur et à mesure, vous avez bien raison. Mais si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas. Sinon, de toute façon, on pourra échanger à la toute fin de la conférence. Ah, je vois que quelqu'un a écrit. J'attends un tout petit peu. L'étape suivante, ce sera une étape en fait très très différente. Vous allez voir. Donc là, on a dit que, enfin, j'ai dit qu'il était reparti en Russie. La Première Guerre mondiale, en fait, il ne pensait pas que ce serait long, hein, comme tout le monde. Il pensait que la guerre serait courte. Et finalement, il se retrouve en Russie de 1914 à 1917. Et il se trouve qu'en 1917, c'est la révolution en Russie. Et donc ça va énormément impacter la vie de Kandinsky. Et c'est un autre chapitre de sa vie qui va s'ouvrir maintenant. Un chapitre extrêmement intense, puisque Kandinsky, en tant que grand nom de l'art, alors oui, j'ai une question. Il était né en Russie, a quitté l'Allemagne, retourne vivre en Russie. Exactement. En fait, il est né en Russie. Il est parti étudier l'art en Allemagne, à Munich. Il fait des voyages à Paris pour exposer à Paris et puis un peu partout dans l'Europe. Il revient en Allemagne, il retourne en Russie et c'est pas fini. Et après, vous allez voir, il va se rebalader à nouveau en Allemagne, dans différentes villes, à Paris, retour. Il se balade. Kandinsky, il va se balader et il va tellement se balader qu'en fait, il est né russe, il va être naturalisé allemand et il va mourir français. Donc, vraiment, c'est un artiste international à ce niveau-là. Donc, il est en Allemagne en 1917 et en fait, il va être en tant que grand artiste parce qu'il a... Il est, pardon, en Russie. Il est en Russie, du coup, je me suis embrouillée. Il est en Russie en 1917 pendant la Révolution. Et en tant que grand nom de l'avant-garde russe, en tant que grand nom de l'art européen, il est contacté par le gouvernement pour mettre en place la nouvelle vision de l'art. En fait, il faut réformer la société russe et donc il faut réformer également l'enseignement de la culture, l'art. Et Kandinsky va être contacté. Il y aura 3 grands artistes à qui on va confier la grande tâche de réformer la culture et l'art en Russie. Ce sera Malevich, Tatlin et Kandinsky. Kandinsky en particulier,
il va prendre la tête de l'INCOOC, l'Institut de culture artistique, donc on est vers 1920. Et au sein de l'INCOOC, en fait, il va vraiment pouvoir s'amuser parce qu'il va pouvoir continuer à travailler sa réflexion sur la peinture, sa vision de l'art, mais du coup avec une toute autre ampleur, puisque là, il y a plein d'étudiants à sa portée. Et donc, comme lui, il veut vraiment réfléchir sur le pouvoir de la peinture, le pouvoir des couleurs, eh ben, il va mettre en place des sondages, des questionnaires qu'il fait passer à ses étudiants et qu'il demande à tous ses étudiants de remplir. Comme les questions, c'est des questions comme par exemple, si vous entendez le cri d'un canari, est-ce que vous pensez que c'est plutôt un son qui est jaune, qui est rouge ou qui est bleu? Une forme aiguë, une forme pointue, genre un triangle, c'est plutôt jaune, c'est plutôt rouge ou c'est plutôt bleu ou c'est de quelle couleur à votre avis? Et puis, ça produirait quel son? Enfin, voilà, il fait travailler ses étudiants comme ça pour essayer d'affiner ses idées. Et il va également, à cette époque, il va également donc travailler tout ça. Et en fait, il va très, très peu peindre, en fait, parce qu'il est très occupé par ses nouvelles responsabilités. Mais il va quand même répondre aussi à des commandes officielles du gouvernement, comme par exemple ici, on lui demande de produire un service de thé. Et donc, il va produire des tasses et soucoupes. Ça, c'est quelque chose qu'on ne connaît pas très bien de Kandinsky, mais en fait, il va également travailler sur du mobilier. Et là, on a tasses et soucoupes dessinées par Kandinsky sur commande du gouvernement dans le cadre de ses nouvelles fonctions. Le problème, c'est qu'en fait, Kandinsky, il y a une approche de l'art qui est très individuelle. Parce qu'en fait, quand il dit à quelqu'un, est-ce que pour vous, le son d'un canari, c'est plutôt pointu, ou c'est plutôt rouge, ou c'est plutôt bleu, en fait, c'est pour vous, en tant qu'individu, comment vous le ressentez. Et ça ne colle pas du tout avec cette idéologie du gouvernement où tout le monde pense pareil, tout le monde est dans un mouvement collectif, où l'individu s'efface. Et Kandinsky, lui, il considère en fait comme individualiste dans une société où c'est non seulement une insulte, mais c'est même dangereux parce que les gens qui défendent l'individualisme, en fait, ils sont menacés par le gouvernement, surtout à partir de 1920-1922. Et certains de ses collègues, en fait, dans notamment l'INCOOC et d'autres structures que Kandinsky met en place, vont être arrêtés, torturés, voire assassinés. Donc, ça devient compliqué pour Kandinsky, surtout qu'en plus, il n'est pas forcément d'accord avec les autres grands artistes dont je vous ai parlé, à savoir Malevich et Tatlin. Malevich, parce que Malevich, en fait, là, je vous ai mis carré blanc sur fond blanc, qui est l'une des grandes œuvres de Malevich. Malevich, qui, comme Kandinsky, est vraiment dans l'art abstrait, sauf que Malevich, il est dans la géométrie. Lui, il utilise des formes géométriques, la règle, l'équerre, etc. Kandinsky, lui, il fait confiance à la main. Lui, il supprime la règle. Le mouvement, l'ondulation, c'est ça qui l'intéresse. Donc, la géométrie, il en a un peu rien à faire. Et Tatlin, lui, il est à fond justement dans cette vision de l'art collectif, où on arrête les tableaux, mais au contraire, on produit des œuvres, du mobilier pour tout le monde. Et donc, il n'est pas forcément d'accord avec l'approche de Kandinsky. Alors, la question, les commandes sur porcelaine sont demandées par la Russie ou la France? Elles sont demandées par la Russie, par le gouvernement soviétique. Effectivement, vous avez dû remarquer que c'était de la porcelaine de Limoges, ce qui peut peut-être effectivement prêter à confusion. Je ne sais pas. Je ne sais pas si c'est une production qui a été faite après coup sur le dessin de Kandinsky ou s'ils ont fait appel à de la porcelaine de Limoges. Je pense, vu l'idéologie de l'époque, que la porcelaine était russe et donc c'était des dessins d'un artiste de Kandinsky sur de la porcelaine russe. Mais il arrive en fait surtout des choses, par exemple les arts décoratifs, comme c'est le cas pour la tasse et soucoupe, qu'on puisse reproduire l'œuvre plus tard. Et là, par exemple, quand on regarde, c'est 1922-1972, ça veut dire que le modèle date de 1922, mais la production date de 1972. Et le modèle qu'a le Centre Pompidou date de 1972. Donc, c'est possible qu'à ce moment-là, on ait refait ça sur de la porcelaine de Limoges. Voilà. Et ensuite, ça a été collectionné par le Centre Pompidou. Donc, voilà, j'espère avoir répondu à la question. Donc, pour en revenir à Malevich et à Tatlin, donc en fait, Kandinsky, il y a des dissensions de plus en plus fortes au sein, non seulement par rapport au gouvernement et à l'idéologie, mais également par rapport aux autres artistes russes soviétiques de l'époque. Et donc, Kandinsky va chercher un peu à s'enfuir. Et pour ça, il va avoir une opportunité en or, qui est le Bauhaus. En fait, on va l'inviter
depuis l'Allemagne à venir enseigner au Bauhaus, qui est installé à Weimar. Je vous ai mis Dessau parce qu'après, ça va bouger à Dessau et après, ça va bouger à Berlin. Donc, l'école, en fait, elle va avoir 3 lieux. Le premier, c'est à Weimar. Le deuxième, c'est à Dessau. Là, c'est le bâtiment de Dessau. Et le dernier, c'est à Berlin. Donc, Kandinsky, en fait, va être invité à venir enseigner à Weimar, au Bauhaus. Et il va accepter l'invitation, ce qui lui permet de quitter la Russie et de revenir en Allemagne. Je vous l'avais promis, il retourne en Allemagne. Donc, le Bauhaus, c'est pas un hasard si Kandinsky est appelé à enseigner là-bas, c'est parce que c'est une école qui est extrêmement avant-gardiste, qui incarne vraiment cette nouvelle vision qu'a Kandinsky aussi, d'un art qui doit être au service du peuple. Et par exemple, au Bauhaus, on abolit complètement la hiérarchie entre les arts appliqués et les beaux-arts, c'est-à-dire entre la peinture et le mobilier. Les artistes, par exemple, vont designer des chaises. Et c'est normal, en fait, parce que c'est un service qui doit être au service du peuple et donc pas au service de collectionneurs privés avec quelque chose qu'on produit une fois et qui n'est pas reproductible. Les formes également vont être beaucoup plus sobres avec un travail de la couleur, et on retrouve Kandinsky, et également un travail sur le matériau. Là, par exemple, on n'essaye pas de dissimuler l'acier sous des fioritures ou des décorations. On montre le matériau tel qu'il est. Il y a une sorte de transparence dans la structure du meuble. Et là, je vous ai mis les chaises dites Vassili, qui en fait, normalement, s'appelle le modèle B31. Mais comme c'est les chaises préférées de Vassili Kandinsky, Marcel Breuer, quand il va les reproduire, il va dédier ces chaises et il va les rebaptiser le modèle Vassili, qui sera donc le modèle. Ensuite, c'est comme ça qu'elles sont connues, ces chaises-là, et qu'elles sont encore collectionnées. Donc là, vous voyez Kandinsky qui justement est à Dessau. Alors j'aime bien cette photo parce qu'il est vraiment très cool. On voit toujours les artistes au travail, très sérieux. Bon, bah là, il est tranquille chez lui, en train de lire. Et on voit une composition qui date de ces années, puisqu'en fait, Kandinsky va arriver en Allemagne fin 1921, début 1922, et il va y rester jusqu'en 1933. Et pendant toutes ces années-là, il va enseigner au Bauhaus en suivant vraiment l'évolution du Bauhaus, d'abord à Weimar, puis à Dessau, puis à Berlin. Et quand on regarde cette composition, on voit bien que Kandinsky est resté dans une composition abstraite. On sent encore l'importance des formes et des couleurs. Les couleurs explosent dans cette toile. Et on voit aussi quand même l'importance, l'évolution de son style qu'il a eu au contact notamment de Malevich et de Tatlin, avec des formes beaucoup plus pures, beaucoup plus lisibles. Le tableau est beaucoup moins saturé visuellement que ce qu'on avait pu voir, ce qu'il a pu produire auparavant, beaucoup plus sobre. Et là, en plus, avec des couleurs très douces, très pastel, ce qu'il appelle les couleurs froides. C'est la dernière grande composition de Kandinsky avec des couleurs aussi douces et aussi pastel. Et après, il va revenir sur des tons beaucoup plus saturés, beaucoup plus forts. Et là, je vous parlais aussi justement de la symphonie des œuvres de Kandinsky. Moi, quand je vois ce tableau-là, en plus, je l'ai en poster chez moi en grand, donc c'est vrai que je la regarde régulièrement. Et c'est une œuvre qui vraiment, je trouve qu'elle résonne en fait, elle scintille, on l'entend en fait, on a l'impression d'entendre du triangle, des ting-ting comme ça. Et là, ici, on a un son beaucoup plus sourd, beaucoup plus épais, comme un bong, presque, ça fait bong sur le côté. Et là, ça fait ting, 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 comme ça. Et en fait, on pourrait presque entendre un orchestre jouer cette musique. Il y a quelque chose qui ressemble à ça. Je vous ai mis également 2 autres toiles que j'aime beaucoup de Kandinsky de cette époque et qui rappellent aussi justement cette explosion du son qui émerge comme ça, en particulier sur le blanc de 1923, où on a vraiment l'impression qu'il y a un noyau au centre et que la couleur émerge comme un Big Bang et on voit le mouvement des formes qui évoluent comme ça. Au Bauhaus, comme toujours, Kandinsky dialogue avec des artistes et donc son style évolue au contact de ces artistes. Ça, c'est quelque chose qui est très frappant avec Kandinsky, c'est qu'il ne travaille jamais seul dans son coin. Et généralement, en fait, c'est quelqu'un qui s'entoure énormément d'autres artistes et qui travaille au contact des autres artistes. Pour le Bauhaus, son grand ami, c'est Paul Klee. Paul Klee qui est également professeur au Bauhaus, même s'il va se faire évincer à un moment donné, parce qu'il est un peu trop lyrique. Et en fait, Paul Klee et Kandinsky, ensemble, vont réfléchir, vont affiner la théorie de l'art de Kandinsky
Paul Klee a sa propre théorie, mais en fait, les deux approches de l'art sont très proches. Dans les deux cas, en fait, il considère que la couleur a un pouvoir émotionnel sur le spectateur. Et donc il faut et que le peintre a un rôle spirituel. On reconnaît le style similaire des deux, tout à fait. Et encore, vous n'avez pas vu la toile suivante de Kandinsky où c'est flagrant qu'il y a une influence de Paul Klee. Mais effectivement, il y a quelque chose de très similaire. La grande différence entre Kandinsky et Paul Klee, c'est que Paul Klee va jamais devenir complètement abstrait. Il reste figuratif. Là, on distingue les arbres, on voit des sortes de collines, on distingue un paysage avec un œil au milieu, qui est comme l'œil du regard du spectateur qui observe. Mais effectivement, Paul Klee n'est pas complètement abstrait. Par contre, Kandinsky et Paul Klee, et Kandinsky va aussi s'inspirer de Paul Klee par rapport à ça, pense qu'en fait, il y a une sorte de... En fait, il y a une sorte d'âme dans les choses quand on les regarde, quand on regarde un paysage. Il faut se détacher de ce qui est, de ce qu'on voit, et il faut essayer de peindre l'âme intérieure des choses. Cet arbre que vous voyez, ça ressemble peut-être ici, par exemple, cette colline, ça ressemble à une colline, mais en fait, Paul Klee essaye de peindre ce qui est l'âme secrète des choses. Et Kandinsky, lui, il parle plutôt d'une nécessité intérieure. Il parle de quelque chose qui vient de l'intérieur et qui doit être peint. Donc, c'est toujours très complexe, en fait. C'est vraiment... Mais c'est très lyrique, c'est très romantique, en fait, comme approche de l'art. Et c'est très sensible aussi, en fait. Ça fait beaucoup appel à la sensibilité de l'artiste et du spectateur. Et le tableau dont on voit vraiment l'influence de Paul Klee sur Kandinsky, c'est ce tableau-là, qui est un tableau de Kandinsky, mais que je trouve assez différent de ce qu'on connaît de Kandinsky d'habitude, qui s'appelle Dans l'obscurité, et qui en fait, par juste le pouvoir des formes, de l'évolution des formes, et par le travail de la couleur, avec une couleur à l'aquarelle qui est vraiment influencée par le travail de Paul Klee sur les techniques pour peindre à l'aquarelle. Kandinsky en fait essaie de reproduire le sentiment qu'on a quand l'obscurité est en train de tomber tout doucement. Et donc voilà, il représente ça comme ça, avec un dialogue et une évolution progressive où on voit la lumière, on se sent enveloppé, c'est quelque chose de très doux. En fait, durant ces années 1928 et ensuite 1935, dans ces années-là, en fait, le style de Kandinsky reste globalement le même, mais tout doucement, les formes qu'il peint vont se séparer. Au lieu d'avoir une sorte de superposition de toutes les formes, les éléments deviennent de plus en plus isolés, de plus en plus séparés. Et là, on le voit bien avec contraste accompagné. La caractéristique du contraste accompagné, c'est également que c'est une toile où Kandinsky va expérimenter des nouvelles techniques. Et on ne le voit pas malheureusement sur un PowerPoint, mais en fait, quand on est devant l'œuvre, vous vous rendrez compte qu'il y a du sable qui est intégré dans la peinture. Donc là, en fait, Kandinsky essaye d'aller encore au-delà du pouvoir de la peinture. Et il travaille des effets de texture où du coup, la couleur gagne de la matière et en fait, il essaie du coup de jouer presque comme s'il inventait un nouvel instrument. Il y avait la couleur, il y avait les formes et maintenant, il rajoute les effets de texture. Donc, il continue d'expérimenter. On est en 1935. Et j'ai juste loupé une petite étape. En 1933, donc je vous l'ai dit, Kandinsky reste au Bauhaus en Allemagne jusqu'en 1933. Pourquoi est-ce qu'il quitte le Bauhaus en 1933? C'est tout simplement parce que Hitler est élu au pouvoir en Allemagne et que le Bauhaus, à cause de son enseignement et de son approche très influencée par les idées communistes, est considéré comme un repère de communistes et donc le gouvernement ferme l'école. Et Kandinsky, de toute façon, même si l'école avait pu rester ouverte, n'aurait pas pu rester. Et il y a notamment une lettre du responsable de la Gestapo qui est adressée au directeur du Bauhaus en 1933, un peu avant la fermeture de l'école, qui écrit dedans, la Gestapo écrit littéralement « Je veux que vous dégagiez tous les enseignants juifs et Monsieur Kandinsky, qui est russe. » Donc en fait, à ce moment-là, Kandinsky n'a aucune chance, il ne peut pas rester en Allemagne, il doit partir vite, et il décide de se réfugier en France,
parce qu'en France, il a des contacts, et notamment un de ses contacts, c'est Marcel Duchamp. Et Marcel Duchamp va lui trouver un appartement à Neuilly-sur-Seine donc pour Kandinsky et pour sa femme Nina Kandinsky. Et donc, Kandinsky va bouger en France, à Neuilly-sur-Seine, près de Paris, et il va rester de 1933 à sa mort en 1944. Il va rester en France. Et là, pour lui, c'est pas facile. C'est pas facile parce qu'en fait, la France, à ce moment-là, le bassin culturel français et parisien en particulier est très porté sur le cubisme et sur ce qui a suivi du cubisme, mais pas tellement sur l'abstraction. Donc en fait, Kandinsky, il a du succès, mais c'est un succès mitigé, c'est pas évident pour lui, et c'est encore moins évident, puisqu'en fait, en 1937, en Allemagne, à Berlin, va être organisée l'exposition sur l'art dégénéré, qui est une grande exposition tristement célèbre, organisée par le Troisième Reich, où on assemble en fait des œuvres d'artistes avant-gardistes, mais qui sont considérés comme dégénérés parce que leur tableau va à l'encontre en fait de l'idéologie du Troisième Reich. Donc on met à côté du tableau de Kandinsky qui, en tant que russe, est forcément dégénéré et qui en plus fait de l'abstraction, donc ça c'est forcément dégénéré aussi. On met des tableaux de personnes qui sont même pas des artistes, mais qui sont en fait des fous enfermés dans des asiles qu'on fait peindre et on expose leurs dessins côte à côte avec des artistes de différentes avant-gardes. Et là, on voit ici Goebbels qui visite cette exposition. Évidemment, c'est très ironique parce qu'on organise une grande exposition pour se moquer des artistes qui ont la chance d'être exposés dedans. Et en même temps, et c'est toute l'ironie de la chose, ce Troisième Reich va utiliser des toiles qui étaient exposées dans des musées, notamment à Munich. Il y avait plusieurs toiles qui avaient été achetées à l'époque, quand Kandinsky habitait là-bas et que tout allait bien pour lui. Ça avait été acheté par le gouvernement allemand ou collectionné par des personnes allemandes. Ces toiles-là, elles sont revendues sur le marché de l'art officieusement, évidemment, puisque le Troisième Reich ne va jamais dire qu'il revend des toiles et se fait de l'argent sur les toiles d'artistes dégénérés. Donc, par exemple, Quelques cercles, qui a été peint par Kandinsky en 1926, est revendu et racheté par Solomon Guggenheim, d'où le fait qu'il se retrouve au musée Guggenheim aujourd'hui, et il est racheté par des collectionneurs. Sauf que Kandinsky, lui, il est à Paris, il n'a pas d'argent, et lui, il essaye de se faire de l'argent en vendant ses toiles. Sauf que du coup, il se retrouve en concurrence avec lui-même, parce qu'il y a ces toiles qui sont revendues sur le marché de l'art, qui sont anciennes, revendues par le Troisième Reich, et il y a lui qui essaye de vendre et de toucher des collectionneurs avec ses dernières productions, et il a un peu de mal, du coup, c'est un peu compliqué pour lui les dernières années. C'est un petit peu compliqué, c'est assez dur pour lui. On lui propose de s'enfuir aux États-Unis, mais il décide de rester en France et il va même prendre la nationalité française en 1939. Donc, il devient français en 1939. En 1944, donc pendant la Seconde Guerre mondiale, il a une maladie au niveau du cerveau et il va mourir en 1944. La dernière toile sur laquelle il est travaillé, c'est celle-ci, Élan tempéré, où en fait on voit que son travail est encore en train d'évoluer. Donc c'est assez frustrant parce j'aurais bien aimé moi voir ce qu'il aurait produit ensuite. On voit en fait que, un peu à la manière de Miro, en fait, il peint des formes qui sont plus complètement abstraites. On a l'impression de voir quelque chose, mais c'est des formes un peu imaginaires, comme des formes très organiques. Là, on a l'impression que c'est une sorte de méduse avec des petits points sur le côté. Là, on a l'impression de voir des animaux merveilleux, en fait, des choses comme ça où il continue de travailler son travail de l'abstraction et de la forme qui virevolte comme ça, un travail de la couleur qui continue de poursuivre, mais des toiles de plus en plus, qui semblent signifier quelque chose, qui semblent compréhensibles, mais toujours abstraites. Et apparemment, vers la fin de sa vie, en fait, Kandinsky aurait dit il écrivait à ses amis qu'il avait pour projet désormais de faire des toiles qui se consacreraient au bonheur et à la joie, et il voulait peindre la joie. Et malheureusement, il est décédé en 1944, donc on ne verra jamais ses productions sur la joie, mais on peut voir en tout cas toutes les autres œuvres et l'explosion de couleurs qu'il a proposées et toutes les émotions que ça produit pour nous et qui font qu'aujourd'hui, Kandinsky, c'est un artiste qui est très apprécié de tous. Et moi, ça m'a frappé personnellement parce que
quand je disais à mes amis que j'allais faire une conférence sur Kandinsky, la première réaction de tout le monde, c'est de se dire oh, Kandinsky, j'adore. Et c'est pas forcément le cas pour tous les artistes, loin de là. Et Kandinsky, il y a vraiment cette simplicité dans l'approche, même si c'est quelqu'un qui a énormément théorisé, qui a énormément réfléchi sur son art, qui a beaucoup écrit et qui n'est clairement pas toujours facile à lire et à comprendre quand on lit ses théories de l'art. Il y a une sorte d'immédiateté et de simplicité dans son art qui fait que en fait, c'est très beau de voir son travail. Et la dernière photo que je voulais vous mettre, c'est celle-ci, où on le voit justement en train de travailler à courbe dominante, qui est un tableau qui va présenter, qui va peindre à Paris et qui aura énormément de succès et qui va être acheté d'ailleurs par l'État français lorsqu'il sera exposé, donc en 1939. Voilà. On a encore un peu de temps. Est-ce que vous avez des questions sur tout le travail de Kandinsky, sur sa vie qui est hyper riche? Avez-vous des questions ou des remarques? Alors, je vois que Yolande est en train de taper, donc j'attends le message de Yolande qui peut avoir une question. Entre les peintures de Miro, vous voulez dire? De Miro et de Klee. En fait, Miro, il y a une sorte de... À la différence de Paul Klee, je trouve, Miro, j'ai pas d'œuvre de Miro à vous montrer, mais Miro, il y a une sorte de dessin presque d'enfant. Il y a quelque chose de très, très, très simple, très, très sobre, où on a l'impression que tout le monde peut le faire. D'ailleurs, c'est quand on est médiateur culturel, on a tendance à beaucoup travailler avec le travail de Miro quand on enseigne l'art aux tout petits, parce que c'est quelque chose de très joyeux, de très simple, de petites formes comme ça, qu'on a l'impression qu'on peut inventer. Et qui en même temps est un art qui en fait est très réfléchi, qui signifie beaucoup de choses et qui vraiment participe à une vision de l'art qu'a Miro. Mais voilà. Par contre, Miro et Klee ont un point commun, c'est que c'était deux artistes qui étaient très appréciés et très admirés par Kandinsky et qui étaient en rapport avec lui. Donc, comme je vous le dis, en fait, c'est à cette époque-là en particulier et dans le cas de Kandinsky en particulier, qui a énormément voyagé et qui, en tant qu'enseignant, en tant que peintre et en tant que théoricien de l'art, a beaucoup échangé avec des artistes. En fait, tout ce petit monde se connaissait très bien et parlait beaucoup et se respectait beaucoup. Où est-ce qu'on peut voir le maximum d'œuvres de Kandinsky? Aujourd'hui, je dirais on en a beaucoup au Centre Pompidou parce que Nina Kandinsky, à sa mort, a donné beaucoup d'œuvres au Centre Pompidou, en plus de quelques œuvres que l'État avait achetées et qui se sont retrouvées à Paris, au Centre Pompidou. Sinon, à Munich, il y a pas mal de... Alors, j'y suis jamais allée, hein, mais dans les œuvres que j'ai choisies, je pense qu'on va retomber peut-être dessus. Il y a un musée qui revient souvent. Voilà, bon, voilà. Là, typiquement, on a l'Almanach et on a Franz Marc au musée Lenbachhaus de Munich. Donc, si vous voulez aller soit aux États-Unis, parce que comme d'habitude, aux États-Unis, il y a plein d'œuvres d'artistes modernes, Guggenheim, il y en a, à Munich ou à Paris. Voilà. En fait, oui, à part les États-Unis, c'est les grandes étapes de la vie de Kandinsky. Et une très belle exposition au Guggenheim. Voilà. Donc voilà, pour ceux qui ont la chance de voyager, n'hésitez pas à aller faire un petit tour. Et moi, du coup, je vais arrêter le partage d'écran. Hop, comme ça, je vous vois. Merci beaucoup, Ophélie, pour cette super conférence sur Kandinsky. Et merci beaucoup à toi pour le cycle de conférences en général, qui a été vraiment apprécié par nos spectateurs, par nous-mêmes aussi, bien entendu. Et voilà, merci pour tout. J'espère que le public a apprécié, j'en suis certaine. Et n'hésitez pas à laisser vos petits commentaires ou vos petits mots pour Ophélie dans le chat. Merci Olympia et à l'Alliance française de Toronto donc pour cette conférence et pour l'opportunité de toutes les autres aussi, évidemment. Et merci à vous d'avoir été là, d'avoir participé pour les questions, etc. C'est toujours hyper agréable d'échanger et pouvoir... forcément, dans les conférences, on affleure la surface et donc là, on peut aller creuser un petit peu plus sur un point ou un autre. Donc, merci à tous. Et voilà, bonne journée à vous. Merci et bon week-end à tous.